donc, on va continuer ce cycle sur les pathogènes et grossesse et possibilités d'infection in utero, aujourd'hui par deux virus. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'une affaire qui, à l'époque, a été pas mal médiatisée, l'affaire Perruche? Ça vous dit quelque chose? En fait, c'est l'enfant Perruche est né avec toutes les malformations de la rubéole congénitale parce que la rubéole de sa mère n'a pas été diagnostiquée au moment de la grossesse. Et donc, ça vous dit quelque chose maintenant? Et du coup, au-delà des problèmes juridiques, éthiques, etc. que cela pose, un des objectifs importants de ce cours, c'est d'éviter que, au minimum, vous-même, vous soyez à l'origine d'une nouvelle affaire Perruche. D'accord ? Donc de bien savoir en particulier manier les outils diagnostiques. Et on va assister énormément sur la question de la prévention de la rubéole, parce que finalement la rubéole, le virus de la rubéole, il pose un seul problème, c'est qu'il est tératogène, c'est-à-dire que si l'infection survient in utero pendant l'embryogenèse, qui est la période de formation des organes, eh bien il va être à l'origine de malformations. Et puis on va voir un autre virus qui peut parfois poser des problèmes pendant la grossesse, mais qui n'est pas tératogène, lui, et qui est également à l'origine de toute une panoplie de manifestations cliniques qui peuvent apparaître très diverses. Et vraiment, pour ce cours, mon fil conducteur, ça va être la physiopathologie. Je vais essayer de vous montrer que si vous retenez la physiopathologie, vous allez pouvoir en déduire tout seul le diagnostic, le traitement et tout ce qui s'ensuit. Donc, on commence par le parvovirus B19, parfois appelé virus B19 tout simplement. Voyez, donc, il est à l'origine de toutes ces manifestations cliniques qui portent pour certaines des noms qui peuvent vous paraître barbares, mais là aussi, vous allez voir que ça s'explique très bien. En fait, il a été découvert tout à fait par hasard, en 1975, chez un donneur de sang qui était, lui, asymptomatique. Il s'agit d'un petit virus, pour les latinistes, vous rappelez que parvo, c'est petit, qui appartient, ça c'est pour ceux qui ont fait du grec, au genre érythrovirus, au sein de la famille des Flaviviridae, c'est un virus nu. Et érythrovirus, pour comprendre la physiopathologie, il faut faire un petit rappel sur la lignée érythroïde, la lignée rouge. En effet, vous savez que les cellules du sang périphérique dérivent de cellules souches totipotentes de la moelle osseuse qui se différencient pour donner les différents lignages. Donc, par exemple, les polynucléaires neutrophiles dérivent de la lignée granuleuse, les plaquettes dérivent des mégacaryocytes, et bien les globules rouges dérivent des érythroblastes et encore en amont de précurseurs qu'on appelle les BFUE et les CFUE. Or, les BFUE et les CFUE sont les seules cellules permissives à l'infection par le parvovirus B19. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une définition en virologie, cellules permissives. C'est des cellules dans lesquelles peut avoir lieu le cycle de multiplication complet d'un virus, incluant la production de nouvelles particules virales à l'extérieur. Alors, c'est un cycle assez complexe, je ne vais absolument pas insister là-dessus. 2 points simplement. Premier point, parce que ça a des conséquences cliniques. Premier point, on connaît le récepteur du parvovirus B19, c'est l'antigène grand P de groupe sanguin, ou appelé encore globoside. Et en fait, 99% de la population caucasienne porte cet antigène grand P, donc est susceptible au parvovirus B19. Il y a 1% de la population qui est petit p et qui est naturellement résistante par conséquent au B19. Surtout, ce qui est important, c'est que, donc on a dit que dans des cellules permissives, il y a production de nouvelles particules virales infectieuses, qui, en l'occurrence pour le parvovirus B19, donc, ne peut se dérouler que dans les BFUE et les CFUE, et se fait à l'occasion d'une lyse cellulaire, cette production de nouvelles particules virales infectieuses. Et donc, on comprend bien que, puisqu'il y a lyse des précurseurs de la lignée érythroïde, cela puisse aboutir à une anémie, c'est-à-dire un déficit de globules rouges. Cependant, parfois,
cette anémie n'est pas toujours absolument isolée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'antigène grand P de groupe sanguin, il est porté par d'autres cellules, en l'occurrence notamment les mégacaryocytes, les cellules de la lignée granuleuse. Et dans ces cellules, le virus peut rentrer. Et c'est vrai qu'il n'effectue pas un cycle complet, mais qu'il peut quand même y avoir mort cellulaire sans production de nouveaux virions. On pense notamment au rôle de protéines virales comme la protéine NS5 qui a des propriétés cytotoxiques. Donc il arrive que l'anémie ne soit pas absolument isolée et puisse être accompagnée d'une thrombopénie, c'est-à-dire un déficit de plaquettes, et ou d'une neutropénie, un déficit de polynucléaires neutrophiles. Mode de transmission de ce virus, c'est essentiellement la voie respiratoire. On a affaire à un virus qui sévit à l'état endémique et de plus, il y a des petites épidémies tous les 2 à 4 ans, en fin d'hiver et début de printemps. Dans 50% des cas, cette transmission, cette primo-infection à B19 se fait à l'âge scolaire, c'est-à-dire entre 5 et 14 ans. Il y a un autre mode de transmission possible qui est la transfusion sanguine. Pourquoi? Parce que donc on va voir qu'il y a une période de virémie, c'est-à-dire de passage de virus dans le sang. Si le don se fait à ce moment-là, il peut y avoir contamination. Alors j'ai dit produits sanguins stables surtout. Pourquoi? Les produits sanguins stables, c'est par exemple le plasma, les concentrés de facteurs anti-hémophiliques. Et ces produits sanguins, ils sont faits à partir d'un pool de donneurs. Alors que les produits sanguins labiles, par exemple des concentrés de globules rouges et concentrés plaquettaires, ils sont faits à partir d'un seul donneur. Donc évidemment, pour des produits qui sont faits à partir d'un pool de donneurs, il y a plus de risques que l'un de ces donneurs soit en phase de virémie pour le virus B19 et par conséquent puisse être contaminant. Aussi, on a vu que c'était un virus nu et par conséquent des méthodes comme les méthodes des solvants détergents qui sont efficaces contre des virus enveloppés utilisés pour traiter les produits sanguins stables, eh bien, ne le sont pas contre un virus nu plus résistant qui est le parvovirus B19. Et puis il y a un troisième mode de transmission possible. Puisqu'il y a virémie, il peut y avoir, si cette virémie, donc cette primo-infection survient chez une femme enceinte, passage transplacentaire et transmission au fœtus. Alors, on va essayer vraiment de comprendre les choses par rapport à la physiopathologie des infections. Et pour cela, essayons de comprendre la cinétique des différents éléments. Alors, il y a donc transmission dans la majorité des cas par voie respiratoire. Et environ une semaine après, 8-10 jours après, il y a une phase d'intense virémie. Pourquoi? Parce que le virus, il y a une production massive de nouveaux virions par les BFUE et les CFUE, donc beaucoup de virions dans le sang. Mais ce qu'il faut comprendre avec l'infection par le parvovirus B19, c'est que vraiment les manifestations cliniques sont absolument dépendantes du sujet infecté, c'est-à-dire du terrain. Chez le sujet immunocompétent, en fait, il va développer une réponse immunitaire, notamment humorale, extrêmement efficace, qui va neutraliser très rapidement le virus. Et dès 10 jours après la transmission, après le comptage, il y aura apparition d'IgM et dès 15 jours, apparition d'IgG. Et donc, chez le sujet immunocompétent, les manifestations cliniques liées à l'infection par le parvovirus B19 ne sont pas dues à l'effet direct du virus, mais sont dues à l'effet de la réponse immunitaire. En effet, il se forme des complexes immuns qui peuvent se déposer dans les cellules endothéliales de la peau et ou dans les articulations, dans les cellules synoviales. Et par conséquent, chez le sujet immunocompétent, les manifestations cliniques liées à l'infection par parvovirus B19 sont des manifestations cutanées et ou articulaires. Donc, chez l'enfant, en général, ce sont les manifestations cutanées qui sont au premier plan. C'est ce qu'on appelle le mégalérythème épidémique ou 5e maladie éruptive de l'enfant. Comment ça se présente? C'est un rash cutanéo-muqueux qui commence au niveau du visage, qui donne un aspect souffleté au visage qu'on dit parfois en paire de claques, qui va s'étendre sur tout le corps en 1 à 4 jours et qui va ensuite disparaître en 5 à 9 jours. On a affaire à une maladie bénigne
qui souvent est de diagnostic facile parce que se déroulant dans un contexte épidémique évocateur. Ce rash cutané peut également être associé une petite fébricule et puis éventuellement des petites arthralgies. Mais c'est surtout chez l'adulte que l'atteinte articulaire est généralement au premier plan. Donc là, on a affaire à une polyarthrite qui commence aux petites articulations des mains et des pieds, qui en quelques semaines va remonter aux genoux, aux coudes, et en quelques semaines à quelques mois va finalement disparaître complètement sans destruction articulaire. Alors c'est important parce que notamment chez une femme, vous pouvez imaginer un diagnostic différentiel qui sont les polyarthrites de mécanismes immunopathologiques dont certaines entraînent finalement une destruction articulaire. Donc quand vous ferez le diagnostic d'infection à parvovirus B19 face à une polyarthrite, ce sera véritablement un diagnostic de soulagement. À cette atteinte articulaire s'associe éventuellement une petite fièvre et une éruption. Donc vous allez trouver la triade fièvre plus éruption plus arthralgie qui, chez une femme enceinte, ça doit être pour vous un tiroir, doit vous faire immédiatement évoquer au moins 2 diagnostics virologiques, l'infection à parvovirus B19 et la rubéole que nous allons voir tout à l'heure. Donc finalement, sur ce terrain du sujet immunocompétent, l'anémie, elle passe inaperçue. Finalement, la virémie est extrêmement brève et très rapidement, le virus est neutralisé par la réponse immunitaire. Et puis, on a des globules rouges dont la durée de vie est de 120 jours. Il y a compensation de la perte de la liste des précurseurs érythroïdes. Et donc, l'anémie, il n'y a pas d'anémie visible chez le sujet immunocompétent. Donc, la situation d'anémie, elle va se retrouver sur 3 types de terrains. Premièrement, un malade qui souffre d'hémolyse chronique constitutionnelle. Pourquoi il souffre d'hémolyse, c'est-à-dire de lyse des globules rouges? Parce qu'il a une maladie soit de l'hémoglobine, comme par exemple la thalassémie, soit de la membrane du globule rouge, la sphérocytose, soit d'une enzyme du globule rouge. Ce qui fait qu'il a une lyse en permanence des globules rouges. Et chez ce sujet-là, il y a donc une érythropoïèse très active en permanence pour compenser la lyse des globules rouges en périphérie. Si chez ce terrain-là survient une infection par parvovirus B19, on va avoir une crise érythroblastopénique, c'est-à-dire un déficit de précurseurs érythroïdes, et par conséquent une anémie brutale, profonde, très drastique, qui parfois d'ailleurs révèle la maladie du globule rouge sous-jacente. Cependant, cette crise est transitoire parce qu'en principe, ce malade-là, il est immunocompétent et il va quand même également très rapidement développer une réponse immunitaire qui va neutraliser fort heureusement le virus. Il y a une deuxième situation où il y a une anémie, et cette fois-ci c'est une anémie chronique et on le comprend très bien, c'est chez le sujet immunodéprimé. Immunodéprimé parce qu'il est VIH, parce qu'il est transplanté, etc. Donc là, chez lui, se développe une anémie chronique. Pas de réaction immunitaire pour neutraliser le virus. Enfin, le fœtus, il cumule un peu tous les risques. Lui, il a une durée de vie des globules rouges qui est seulement de 45 à 70 jours. Il a une érythropoïèse très active et en plus, il a une réponse immunitaire immature. Donc, chez lui, ça peut effectivement avoir pour conséquence une anémie qui peut se traduire à l'extrême par ce qu'on appelle une anasarque fœto-placentaire, qui est un œdème généralisé du fœtus et du placenta. Alors, fort heureusement, ça n'arrive pas très souvent. Quelle est la situation du point de vue un petit peu épidémiologique? On a vu que 50% des sujets contractent le virus B19 au cours de l'âge scolaire, ce qui veut dire qu'il reste 50% d'adultes jeunes, parmi lesquels les femmes en âge de procréer, qui ne sont pas immunisées. Et donc, chez ces femmes peut survenir une primo-infection à B19 pendant la grossesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement transmission au fœtus, mais elle peut avoir lieu. Et s'il y a infection du fœtus, dans la majorité des cas, fort heureusement, c'est sans conséquence pour le fœtus. Mais dans 10% des cas, ça peut avoir des conséquences très graves
qui peuvent aller jusqu'à l'avortement spontané, plutôt au premier trimestre de la grossesse, la mort fœtale in utero plutôt au troisième trimestre de la grossesse, et puis l'anasarque fœto-placentaire qu'on rencontre plutôt au deuxième trimestre de la grossesse. Donc vous voyez qu'au total, avec le parvovirus B19, au cours de la grossesse, finalement, on a quand même affaire à des complications qui sont rares. Deuxièmement, on n'a pas affaire à un virus qui est tératogène, contrairement au virus de la rubéole, qui lui, effectivement, donne des malformations. Et finalement, et c'est très important dans la vision épidémiologique qu'on a, la vision de santé publique qu'on a, il n'existe pas de vaccin contre le parvovirus B19. Et pour toutes ces raisons, il n'y aura pas de dépistage légal, obligatoire, systématique de l'immunité contre le parvovirus B19, alors qu'il y a ce dépistage de l'immunité contre le virus de la rubéole qui est légalement obligatoire au cours de la grossesse. Vous savez tout, en fait. Le cours, ça y est, il est fait, puisque vous pouvez facilement retrouver maintenant le diagnostic, le traitement. D'abord, le diagnostic. Bon, on voit bien que chez le sujet immunocompétent, qu'il y a des manifestations liées à la réponse immunitaire, le diagnostic, c'est primitivement un diagnostic indirect, c'est-à-dire qui met en évidence justement les anticorps contre le virus. Et effectivement, devant une polyarthrite chez l'adulte, vous devez rechercher les IgM anti-B19. Alors, j'insiste à chaque cours, mais c'est très important à mes yeux, soyez extrêmement précis dans vos prescriptions. Demandez bien les IgM anti-B19, car les IgM, elles sont là à l'épisode aigu, puis elles vont disparaître en quelques mois. Tandis que les IgG vont persister a priori à vie. Donc, si vous demandez les IgG anti-B19 ou bien une sérologie B19 de manière imprécise, le labo vous fera les IgG anti-B19 et vous avancez pas parce que vous ne savez pas si c'est positif, si c'est le témoin d'une immunité passée, d'un contact ancien avec le virus, versus si ça explique l'épisode actuel de polyarthrite. Donc ce qu'il faut vraiment demander très précisément, c'est les IgM anti-B19 et si elles reviennent positives, comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez chez l'adulte qui a une polyarthrite un diagnostic de soulagement. Alors évidemment, on pourrait demander également de la même façon les IgM anti-B19 chez l'enfant qui a un mégalérythème épidémique, mais en général, on n'a pas besoin parce qu'on a affaire à une maladie dont le diagnostic cliniquement est évident, se déroule dans un contexte épidémique et en général, on n'a pas besoin d'avoir recours à cet examen complémentaire. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des manifestations cliniques qui, elles, sont liées à l'effet direct du virus? Alors là, évidemment, il faut mettre en évidence directement le virus. Vous allez avoir affaire au diagnostic direct, et donc, en l'occurrence, vous faites une PCR à la recherche de l'ADN du parvovirus B19 dans le sang et ou, éventuellement, dans certaines situations, dans la moelle. Donc, chez le malade qui a manifestement une crise érythroblastopénique, vous faites évidemment ce diagnostic direct. Bien sûr, lui, il va avoir une séroconversion, c'est-à-dire le passage d'une sérologie négative à une sérologie positive une semaine plus tard. Mais ce sera un diagnostic retardé, rétrospectif. Donc à l'épisode aigu, ce qu'il faut faire, c'est une PCR à la recherche de l'ADN B19. Bien entendu, chez l'immunodéprimé, la seule façon de faire le diagnostic, c'est justement cette PCR à la recherche de l'ADN du parvovirus B19. Et puis, devant une anasarque fœto-placentaire, là aussi, alors il faudra faire une ponction de sang fœtal guidée par l'échographie, à la recherche de l'ADN du B19 par PCR. Et bien sûr, on en profitera pour mesurer l'hémoglobine fœtale, pour apprécier le degré, le retentissement en termes d'anémie. Donc voilà pour le diagnostic. Le traitement, lui aussi, il découle, mais directement de ce qu'on vient de voir. Traitement dans le cas des maladies qui sont liées à la réponse immunitaire. En fait, aucun. Il n'y a pas de traitement curatif et on a affaire, encore une fois, à des affections bénignes, y compris dans le cas de la polyarthrite qui guérira spontanément sans destruction articulaire.
Par contre, chez un sujet qui a une crise érythroblastopénique avec une anémie souvent très profonde, très souvent, on est obligé de faire une transfusion de culot de concentré érythrocytaire pour surmonter à la période aiguë cette crise très profonde, cette anémie très profonde. On peut éventuellement décider d'injecter... C'est sympa ce bruit. Décider d'injecter des immunoglobulines polyvalentes pour essayer finalement d'aller encore plus vite et de devancer sa propre réponse immunitaire. Mais de toute façon, en principe, il va la monter puisqu'il est immunocompétent. L'immunodéprimé, par contre, il n'y a pas d'autre moyen que lui faire une injection d'immunoglobulines polyvalentes pour lui apporter passivement la réponse immunitaire qu'il n'est pas capable de monter lui-même. Alors, c'est un très bon traitement parce que vous allez pouvoir guérir une anémie chronique chez votre malade. Il y a quand même un effet secondaire qu'on peut attendre, qui peut exister dans ce cas-là. À votre avis, lequel ? J'entends rien du tout. Lâchez-vous, lancez-vous. Une surinfection de quoi ? Non, non, c'est des immunoglobulines polyvalentes. Non, c'est pas la question. Il a le parvovirus B19. On lui apporte une réponse immunitaire immorale déjà faite par quelqu'un d'autre. Alors, une réaction aux IgG, c'est-à-dire une réaction. Ben oui. Les immunoglobulines qu'on lui apporte passivement, qui n'a pas monté lui-même, mais c'est pareil, ils peuvent former des complexes humains, se déposer dans les articulations et faire une polyarthrite. D'accord ? C'est ça l'effet secondaire possible. Néanmoins, vous guérissez d'une anémie chronique et c'est ce qu'il faut faire. Et puis, au fond, chez le fœtus, devant une anasac fœtoplacentaire, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle une exsanguinotransfusion in utero, c'est-à-dire un échange complet du sang du fœtus, qui se fait aussi donc, à l'occasion d'une ponction de sang fœtal, guidée par l'échographie. Voilà, c'est un geste évidemment qui relève de la spécialité, mais qui permet de sauver ces enfants dans un très grand nombre de cas. Oui ? On ne transfuse pas. Alors peut-être que pour surmonter... Là, on a affaire à une anémie chronique. Ce n'est pas l'anémie extrêmement profonde lors de la crise érythroblastopénique. C'est une anémie sur le long cours. Peut-être que si l'anémie est trop profonde, on va transfuser, mais ça ne réglera pas le problème parce que ce sujet-là, il ne sera jamais capable de monter une réponse immunitaire, donc il va continuer à avoir cette anémie chronique. Peut-être pas très profonde, mais chronique. Donc la seule façon de faire, c'est de lui apporter les anticorps qu'il ne sait pas faire lui-même. D'accord ? Alors, puisqu'on est quand même dans un cours virus et grossesse, essayons de voir la conduite à tenir dans 2 ou 3 situations auxquelles vous pouvez être confronté au cours de la grossesse. Première situation, c'est une femme qui vient vous consulter parce que là, il y a une notion de comptage. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'entourage de cette femme enceinte, il y a un cas de mégalérythème épidémique. D'accord ? Elle a déjà un enfant qui a un mégalérythème épidémique. Donc, il y a une notion de comptage. Que devez-vous faire immédiatement ? C'est voir si elle n'est pas déjà immunisée. Donc, immédiatement, vous mesurez les IgG anti-B19 parce que ce que vous voulez voir, c'est son statut d'immunité face au B19. Si elle a déjà des IgG, ça veut dire qu'elle a été en contact autrefois avec le virus. Elle fait partie des 50% d'adultes jeunes qui ont déjà rencontré le virus et donc il n'y a rien à faire. Elle est immunisée, il n'y a pas de souci. Si par contre c'est négatif, les IgG sont négatifs, il faudra répéter la sérologie 2 à 3 semaines plus tard pour mettre en évidence une éventuelle séroconversion. L'autre possibilité, l'autre examen qu'on peut faire éventuellement 2 à 3 semaines plus tard, c'est directement les IgM anti-B19. Et c'est également, comme on l'a vu, l'examen que vous allez demander si la femme enceinte vient vous consulter parce qu'elle a une éruption et ou des arthralgies, elle a la triade fièvre, éruption, arthralgie, qui, encore une fois, doit vous
doit vous faire ouvrir immédiatement ce tiroir où vous demandez, alors cette fois-ci, vraiment les IgM anti-B19 pour savoir si actuellement il y a une primo-infection à B19. Donc de deux choses l'une, soit c'est négatif, il n'y a pas d'infection, pas de problème, mais pas de surveillance. Si par contre c'est positif, il va falloir faire une surveillance échographique, disons, rapprochée de l'enfant à naître, et soit il n'y a pas d'anasarque, il n'y aura pas besoin de suivi à la naissance, on n'a pas affaire à un virus tératogène, soit il y a une anasarque, et là, il faut faire la ponction de sang fœtal avec le geste diagnostique à la recherche donc, de l'ADN du B19 par PCR, et le geste thérapeutique, puis le geste thérapeutique qui sera l'exsanguination-transfusion in utero. Alors, il y a un troisième cas de figure, mais qui relève plus de la spécialité, c'est la découverte par hasard au cours d'une échographie, au cours de la grossesse, d'une anasarque fœto-placentaire. Donc là, on essaye de rechercher s'il y a des signes que la mère ait pu être infectée. Évidemment, si la sérologie est entièrement négative, ce sera une autre cause d'anasarque. Mais si il est possible qu'il y ait eu une infection maternelle pendant la grossesse, eh bien, de toute façon, on va faire cette ponction de sang fœtal éco-guidée pour essayer de faire le diagnostic et éventuellement, on programmera le geste thérapeutique. Est-ce que ça vous va? Infection par parvo B19. Vous voyez que par le raisonnement, vous pouvez tout retenir normalement. Tout va bien? Oui? Alors, on passe à la rubéole. Alors, le virus de la rubéole. Bon, pas grand-chose, je ne vais pas vous donner trop d'éléments sur le plan fondamental. On a affaire à un virus pour lequel il n'existe qu'un seul sérotype, donc on fait la rubéole qu'une fois dans sa vie. Et surtout, le fait qu'il n'y ait qu'un seul sérotype a permis plus facilement la mise au point d'un vaccin. Donc, la seule difficulté avec le virus de la rubéole, le seul problème qu'il pose, c'est que c'est un virus tératogène, c'est-à-dire que si l'infection survient in utero pendant la période de l'embryogénèse, c'est-à-dire pendant la période de développement des organes, eh bien, il y a un risque il y a un risque très fort de malformation. Et donc, si on laisse évoluer la grossesse, de rubéole malformative, de malformation congénitale. Alors, c'est un virus qui se transmet par voie respiratoire, avec des cas sporadiques et en plus des petites épidémies printanières d'importance variable selon les années. Et notamment, ça a été le cas aux États-Unis en 64-65, avec énormément d'enfants nés avec les malformations de la rubéole congénitale, et ça a vraiment accéléré la mise au point d'un vaccin. Encore faut-il l'utiliser, le vaccin, c'est toujours pareil, et particulièrement en France. Alors, en France, l'Institut national de veille sanitaire recense chaque année le nombre de cas d'infection rubéolique en cours de grossesse et éventuellement, fort heureusement, il y en a vraiment de moins en moins, de rubéole congénitale malformative. Ces cas ont énormément diminué grâce à la vaccination, mais comme la couverture vaccinale encore aujourd'hui est imparfaite, eh bien, il y a encore quelques cas chaque année qui sont recensés. Alors, que se passe-t-il au moment de la primo-infection rubéolique? Déjà, il faut que vous reteniez un chiffre qui est la période d'incubation. L'incubation, c'est la période entre le comptage par le virus et l'apparition éventuelle des symptômes, et cette incubation est de 16 jours. À partir de là, cette rubéole peut être, enfin cette primo-infection rubéolique peut être soit asymptomatique dans 50% des cas, soit dans 50% des cas symptomatique, faite en principe classiquement d'une éruption maculo-papuleuse, classiquement vraiment discrète, faite de petits éléments rosés de 3 mm de diamètre, un petit rash maculo-papuleux, en principe discret. Je dis en principe parce que la clinique est trompeuse, et face à cette éruption, vous pouvez et vous devez, au cours de la grossesse, évoquer aussi d'autres diagnostics. On l'a vu, l'infection par le parvovirus B19, mais évidemment, vous l'avez vu, je pense, au cours précédent, la toxoplasmose. Et inversement, l'éruption peut avoir un aspect qu'on va dire morbilliforme parce que ça ressemble à la rougeole, scarlatiniforme parce que ça ressemble à la scarlatine. Donc, en fait, la clinique est quand même
trompeuse, elle n'est pas toujours aussi évidente que dans les livres. Dans les livres, on vous dit que cette éruption s'accompagne de fébricules et d'adénopathie typiquement rétro-auriculaire. Bon. Quoi qu'il en soit, cette rubéole, qui est donc postnatale, est une maladie parfaitement bénigne, qui ne pose aucun problème. Des complications type thrombopénie, encéphalite sont extrêmement rares. Et finalement, les seules complications qu'on a plus fréquemment, et notamment chez la femme, ce sont les arthralgies. Et vous retrouvez cette fameuse triade fièvre plus éruption arthralgie plus arthralgie qu'on a vue depuis le cours sur le B19. Le seul problème donc avec la rubéole, c'est que du coup, à l'occasion de cette primo-infection rubéolique, il va y avoir possibilité chez une femme enceinte de passage transplacentaire et d'atteinte du fœtus, enfin de l'enfant à naître, et surtout la gravité, c'est lorsque l'enfant à naître, on est encore à une période de début de grossesse, c'est l'embryogénèse avec possibilité d'embryopathie, et puis si ça survient plus tard dans la grossesse, c'est moins grave, c'est ce qu'on va appeler une fœtopathie. Alors, en effet, l'embryopathie, c'est donc ce qui se passe pendant l'embryogénèse, période de développement des organes, et notamment le virus de la rubéole touche le cœur, l'œil, l'oreille. Alors vraiment, le risque est absolument de rubéole malformative est vraiment maximal avant 11 semaines d'aménorrhée, au point que si vous mettez en évidence une primo-infection rubéolique avant ce terme-là, vous allez proposer à la femme, au couple, une interruption médicale de grossesse. Ce risque de rubéole malformative devient quasi nul après 18 semaines d'aménorrhée parce que les organes sont déjà formés. Et finalement, s'il y a primo-infection rubéolique entre 12 et 18 semaines d'aménorrhée, c'est là que le risque est important, surtout pour l'atteinte de l'oreille avec la possibilité d'une surdité unie ou bilatérale. Et donc c'est à cette période qu'éventuellement pourrait se poser la question du diagnostic anténatal. Si l'infection rubéolique survient plus tard dans la grossesse, cette fois-ci on parlera de fœtopathie, avec un certain nombre de signes qui ne sont pas du tout spécifiques de la rubéole et qui sont beaucoup moins graves puisque les organes sont déjà formés et il n'y a pas de risque malformatif à ce stade. Évidemment, si on laisse la grossesse aller à son terme, comme ça a été le cas pour l'enfant perruche, l'enfant perruche, il est né avec les signes cumulés d'embryopathie et de fœtopathie. Alors, donc, on contracte le virus par voie respiratoire et donc le virus va se multiplier dans la muqueuse pharyngée. Mais là, il va falloir distinguer vraiment deux situations radicalement différentes en termes de pronostic et de problèmes que ça pose. Lors de la primo-infection, il n'y a pas de réponse immunitaire d'emblée du sujet qui est infecté, donc de la femme enceinte, et donc il va y avoir une virémie, et cette virémie, à l'occasion de cette virémie, peut y avoir un passage transplacentaire du virus, et par conséquent, avec les risques qu'on vient de voir d'embryo-fœtopathie. En revanche, dans le cas d'une réinfection, la diffusion du virus est bloquée par la réponse immunitaire, et par conséquent, il n'y aura pas, dans ces cas de réinfection, pas de virémie, donc pas de risque de passage transplacentaire, donc pas de risque de rubéole congénitale. Donc, va falloir distinguer entre ces deux situations radicalement différentes en termes de pronostic, et pour cela, la clinique risque d'être trompeuse, puisqu'il n'y a jamais d'éruption, jamais de rubéole, au sens maladie, au sens éruption, lors d'une réinfection, mais comme on l'a vu, l'éruption n'a lieu qu'un cas sur deux dans le cas d'une primo-infection, et elle peut évoquer également d'autres diagnostics différentiels, et particulièrement à évoquer chez la femme enceinte. Donc il va falloir manier le diagnostic, les outils du diagnostic, pour pouvoir distinguer entre ces deux situations, une situation à risque pour l'enfant à naître, d'une situation qui n'est pas à risque pour l'enfant à naître. Donc c'est vraiment un point important du cours. Ce diagnostic des infections rubéoliques repose essentiellement, presque exclusivement dans les situations auxquelles vous pourriez être confronté, sur le diagnostic indirect, c'est-à-dire la mise en évidence des anticorps. Alors il y a trois grandes situations pour vous, et la situation la plus fréquente, c'est l'examen systématique obligatoire qui va permettre de définir le statut immunitaire chez toute femme enceinte. On va le revoir, on va beaucoup insister là-dessus.
Puis il y a deux autres situations possibles auxquelles vous pouvez être confronté. Une femme enceinte vient vous consulter parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle a une éruption, ou alors elle vient vous consulter parce qu'elle est inquiète parce que dans son entourage, il y a par exemple un enfant qui a la rubéole, donc il y a une possibilité de contagion. À part le diagnostic anténatal qui, lui, relève plus de la spécialité et fait appel à des outils de diagnostic direct ou indirect, selon les deux sont possibles. Donc, pour bien assimiler ce cours, il faut absolument connaître la cinétique des anticorps rubéoliques et il faut connaître quelques chiffres importants. Premier chiffre, je vous l'ai dit tout à l'heure, la période d'incubation, qui est une incubation de 16 jours, les anticorps ne vont pas apparaître avant la fin de cette période d'incubation. Deuxième chiffre à retenir, c'est la période de contagiosité. Chez un sujet qui a la rubéole, le sujet est contagieux déjà une semaine avant de se savoir éventuellement malade, c'est-à-dire avant d'avoir l'éruption jusqu'à une semaine après. Il faut le retenir pour être capable de faire les raisonnements sur des cas cliniques pratiques, on va le revoir. Les anticorps rubéoliques vont apparaître dès la fin de la période d'incubation, donc dès le début des symptômes, mais ils n'apparaissent pas avant, comme on vient de le dire. Ce sont les IgM rubéoliques qui disparaîtront ensuite au bout de quelques semaines, et ce sont les IgG rubéoliques qui apparaissent également d'emblée, qui vont atteindre un certain plateau, et puis qui ensuite vont décroître avec le temps pour aboutir à un plateau d'anticorps résiduels. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une variabilité entre individus qui s'exerce sur trois paramètres. Premier paramètre, la pente, si vous voulez, la pente d'ascension de ces anticorps. Certains sujets vont arriver au titre du plateau là, en 3 jours seulement, et pour d'autres, ça va mettre 3 semaines. Deuxième point, le niveau du titre du plateau, et puis aussi le titre des anticorps résiduels. Donc, ça, en fait, deux grandes conséquences cliniques pour vous pour raisonner. D'abord, lorsque vous mettez en évidence un titre élevé des anticorps, cela ne préjuge en rien de la date de l'infection. Ça ne vous permet pas du tout de dater. Vous avez des sujets qui ont un titre des anticorps résiduels d'une infection ou d'une vaccination, mais enfin, qui aurait eu lieu il y a longtemps. Donc, d'autre part, d'ailleurs, le titre n'est absolument pas proportionnel au degré de protection. Donc, la question pour vous, quand les IgG vous reviennent positifs, quel que soit le titre, ça veut dire que le sujet est immunisé, la femme enceinte est immunisée, point barre. Deuxième conséquence, pour mettre en évidence une infection rubéolique actuelle, il faut que vous mettiez en évidence une ascension significative du titre des anticorps. Pour mettre en évidence cette ascension du titre des anticorps, encore faut-il disposer d'une paire de sérums et d'une paire de sérums qui ont été prélevés de manière judicieuse pour pouvoir mettre en évidence cette ascension. Premier cas de figure, une femme enceinte vient vous consulter parce qu'elle est très inquiète. Dans son entourage, il y a un enfant qui présente des signes de rubéole, qui a la rubéole. Dans ce cas, il faut que vous préleviez le premier sérum le plus rapidement possible au moment où la femme vient vous consulter, parce que si elle a déjà à ce moment-là un titre des IgG élevé, c'est qu'elle est déjà immunisée. Et puis un deuxième sérum, si c'est négatif, un deuxième sérum suffisamment longtemps après pour mettre en évidence cette ascension du titre des anticorps, c'est-à-dire 3 à 4 semaines après. Autre cas de figure, la femme enceinte vient vous consulter parce qu'elle a un rash cutané, elle a une éruption. Alors là, il faut vraiment se dépêcher, il faut prélever le premier sérum très très rapidement au moment de la consultation qui motive l'examen. Parce que imaginez que vous ayez affaire à un sujet, à une femme qui monte ses anticorps en 3 jours seulement, vous risquez, s'il y a le moindre retard, d'être déjà au niveau du plateau et ne pas pouvoir mettre en évidence une ascension du titre des anticorps. Donc vous prélevez le premier sérum le plus rapidement possible et le deuxième sérum, mettons, 10 jours plus tard. Pour mettre en évidence cette ascension significative des anticorps. Si vous avez une ascension significative du titre des anticorps sur votre paire de sérums, vous pouvez faire ainsi le diagnostic d'infection rubéolique actuelle. Mais par contre, ça ne vous suffit pas pour distinguer entre
Primo-infection rubéolique et réinfection rubéolique, où là aussi, il y a en fait une réascension significative du titre des anticorps. Alors me direz-vous, bah, c'est très simple, on n'a qu'à faire les IgM, n'est-ce pas? Bah oui, mais les IgM, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'ils sont toujours présents au moment de la primo-infection rubéolique, mais malheureusement, au cours de certaines réinfections, vous pouvez avoir une petite réascension des IgM rubéoliques, et puis surtout, vous pouvez avoir des IgM rubéoliques résiduels même 6 mois après un vaccin, et encore, et c'est la situation la plus délicate, il peut y avoir des IgM rubéoliques positives simplement lors d'une stimulation polyclonale du système immunitaire qui n'a absolument rien à voir avec la rubéole, avec toute infection rubéolique. Donc en fait, si vous n'avez pas d'IgM rubéolique, c'est facile, vous pouvez exclure la primo-infection où il y a toujours les IgM rubéoliques. Mais si vous en avez, souvent ça ne suffit pas à distinguer cette situation de primo-infection rubéolique qui est la seule à risque pour l'enfant à naître versus la situation de réinfection. Alors parfois, vous avez besoin d'avoir affaire à encore deux examens complémentaires possibles. La détection des IgA rubéoliques, là c'est un peu comme les IgM. Si c'est négatif, vous excluez la primo-infection rubéolique, mais si c'est positif, là aussi, pas de conclusion possible. Et enfin, dernier recours, c'est la mesure de l'avidité des IgG rubéoliques. Je pense qu'on vous a parlé de mesure d'avidité au cours précédent. Non? Ah bon. Donc, vous mesurez la force de l'interaction antigène-anticorps, de la liaison antigène-anticorps qui dépend de l'ancienneté de la production de ces anticorps. Donc, si l'avidité est faible, vous pourrez dire qu'en effet, il y a un fort risque de primo-infection récente. Si elle est forte, vous êtes tranquille, l'infection est probablement ancienne. Parfois, avec un niveau d'avidité intermédiaire, vous avez encore du mal à dater et parfois, il faut faire véritablement des enquêtes pour éventuellement aller rechercher un sérum antérieur, par exemple un sérum d'une grossesse antérieure qui aurait été conservé dans un laboratoire. Enfin, voilà, vous faites des enquêtes pour essayer de dater au mieux l'infection dans les cas difficiles. Le diagnostic anténatal, lui, ne se pose que si et seulement si vous avez fait un diagnostic de primo-infection maternelle avant 20 semaines d'aménorrhée. Franchement, après 20 semaines d'aménorrhée, il n'y a plus de risque de malformation. Et donc, il faut avoir fait ce diagnostic-là pour que se pose éventuellement la question du diagnostic anténatal. Et comme on l'a vu tout à l'heure, essentiellement entre 12 et 18 semaines d'aménorrhée où il y a un risque notamment de surdité. C'est plus du ressort du spécialiste. Il y a deux possibilités de le faire, soit par ponction de sang fœtal à la recherche des IgM rubéoliques, soit par amniosynthèse à la recherche de l'ARN du virus de la rubéole par RT-PCR. Dans tous les cas, il faut quand même attendre. Il faut attendre au moins 6 semaines après la séroconversion maternelle pour que l'examen soit suffisamment sensible, c'est-à-dire pour laisser le temps que le virus ait éventuellement été transmis par voie transplacentaire à l'enfant à naître. Et pour les IgM, il faut attendre au moins 22 semaines d'aménorrhée parce qu'avant, la réponse immunitaire du virus est immature, il n'y a pas d'IgM chez lui. Bon, ça c'est du ressort du spécialiste. Ce qui n'est pas du tout du ressort du spécialiste, c'est que vous devez parfaitement maîtriser, c'est la question du dépistage systématique. En France, il est légalement obligatoire lors de la première consultation prénatale. Sauf si la femme vous apporte une preuve qu'elle a effectivement eu des anticorps antirubéoliques, avec un titre positif d'anticorps antirubéoliques, qu'elle aurait eu par exemple à l'occasion d'une grossesse précédente. Mais enfin, sinon, c'est un examen légal obligatoire. Et dépistage systématique, le mot systématique est extrêmement important. Ça veut dire, chez toute femme enceinte qui se présente à la consultation prénatale, en dehors de, bien sûr, vous faites un interrogatoire, vous faites un examen clinique, on est tout à fait en dehors d'une situation où il y a une notion de comptage, où vous retrouvez des symptômes de la rubéole. On est dans le cadre du dépistage systématique. Et ce que vous dépistez, c'est l'immunité vis-à-vis du virus de la rubéole. Donc, comment faites-vous? Forcément, par, cette fois-ci, c'est très important, hein, ce n'est pas les IgM qu'on va rechercher, c'est les IgG rubéoliques. Donc, vous avez deux grandes cas de figure. Soit les IgG, le titre des IgG rubéoliques est supérieur ou égal au seuil
donné par le laboratoire. Et dans ce cas, ça veut dire que l'immunité est assurée, quel que soit le niveau du titre, etc. L'immunité est assurée. C'est heureusement le cas, grâce quand même à la vaccination depuis quelques décennies, chez 95%, enfin un très gros pourcentage de la population des femmes enceintes. Et vous vous en tenez là, point barre, l'immunité est assurée, vous avez fait le dépistage légal systématique obligatoire, point barre. Soit vous êtes dans la situation où malheureusement, ça ne devrait plus arriver, mais ça existe encore, les IgG rubéoliques sont inférieurs au seuil, donc vous concluez à l'absence d'immunité, et là, ça doit déclencher chez vous une double conduite à tenir. Premièrement, il faut répéter cette analyse des IgG antirubéoliques à 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire vous la répétez à la fin de la période qui était à risque en termes de malformation, après la période d'embryogénèse, pour être sûr qu'il n'y a pas une séroconversion pendant cette période qui est à risque de rubéole malformative. Donc vous répétez les IgG rubéoliques à 20 semaines d'aménorrhée. Et puis surtout, en général, vous oubliez cette deuxième partie de la conduite à tenir qui en fait est la plus importante. Il va falloir vacciner cette femme pour qu'elle ne reprenne pas les mêmes risques à la grossesse suivante. Ce qui est absolument dramatique, c'est que les femmes chez qui on va avoir une infection rubéolique pendant la grossesse, une primo-infection rubéolique pendant la grossesse, c'est souvent des femmes multipares qui ont déjà eu des enfants et qui auraient déjà dû être dépistées et par conséquent vaccinées. Alors, comme on a affaire à un vaccin à virus vivant atténué, vous ne pouvez pas faire cette vaccination pendant la grossesse elle-même. Mais par contre, vous allez le faire en postpartum immédiat. Franchement, tous les mots sont importants. C'est le truc le plus important du cours. Postpartum, ça veut dire après l'accouchement. Immédiat, ça veut dire avant que la femme sorte de la maternité. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que si elle sort de la maternité sans avoir été vaccinée, elle va être perdue de vue à nouveau, elle recourt les mêmes risques à la grossesse suivante. Et en fait, finalement, toute cette stratégie de santé publique qui consiste à dépister pour toutes les femmes enceintes l'immunité vis-à-vis de la rubéole, eh bien, elle a essentiellement pour but de dépister les femmes qui seraient séronégatives et chez qui il est impérieux de vacciner en postpartum immédiat pour qu'elles ne reprennent pas le même risque à la grossesse suivante. Alors, la vaccination donc, contre la rubéole, justement, donc, comme je vous le disais, c'est un vaccin à virus vivant atténué. De nos jours, il n'y a plus de spécialité de vaccin avec seulement le vaccin contre la rubéole. Il est forcément combiné rubéole, oreillon plus rougeole. Il y a deux spécialités. Il faut faire 2 doses à au moins 1 mois d'intervalle. Dans ma propre expérience de maman, les pédiatres ont l'air de préférer le Priorix qui serait moins douloureux comme vaccin dans l'injection proprement dite pour l'enfant. Bon. Quoi qu'il en soit, comme malheureusement on a encore je veux dire, le virus de la rubéole circule toujours, qu'il n'a pas été entièrement éradiqué, on considère que pour les femmes en âge de procréer, toutes les occasions pour éventuellement faire cette vaccination sont bonnes, hormis évidemment la grossesse proprement dite. Donc toute occasion est bonne à condition que la femme soit sous contraception efficace, c'est-à-dire depuis 1 mois avant jusqu'à 2 mois après de contraception. Et évidemment, on retrouve l'indication qu'on vient de voir. Chez une femme qui aurait été dépistée comme séronégative pendant la grossesse, il faut le faire immédiatement après l'accouchement, avant la sortie de la maternité. Mais en fait, ce qu'on voudrait par la vaccination idéalement, c'est empêcher toute circulation du virus. Et pour cela, il faut vacciner les enfants des 2 sexes et idéalement, on peut le faire dès la 2e année de vie. Donc on peut faire par exemple une première dose à 12 mois et idéalement une 2e dose entre 13 et 24 mois puisque vous respectez au moins un mois d'intervalle. Alors jusqu'à l'année dernière, je vous disais, voilà, de toute façon, c'est un vaccin qui n'est pas obligatoire, qui est seulement recommandé. Et malheureusement, on sait que juste la recommandation en France, ce n'est pas très, très efficace. Eh bien, ça vient de changer. Il y a moins d'1 mois, depuis le 1er janvier 2018, comme vous le savez, parce qu'il y a quand même pas mal de médiatisation autour du sujet. Et moi, je m'en félicite. Cette vaccination, comme d'autres, vient d'être rendue obligatoire. Et pour moi, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que ça protège non seulement contre la rubéole, on l'a vu
au cours de ce cours, mais aussi contre deux autres virus, en particulier le virus de la rougeole, sachant que la rougeole est en recrudescence actuellement, sachant que, vous voyez, dans ma propre expérience, j'étais sur les bancs de la fac comme vous, et enfin, quand j'ai fait un stage d'externat en neuropédiatrie, je me souviens très bien d'un enfant qui avait 7-8 ans, qui avait eu la rougeole plusieurs années auparavant, et qui a développé une complication très rare, mais très grave de la rougeole, la panencéphalite sclérosante subaiguë, et que j'ai vu donc au cours de mes quelques mois de stage d'externe devenir progressivement dément et finalement mourir au cours du stage. Je peux vous dire, je suis terrifiée encore aujourd'hui de cette expérience, traumatisée de cette expérience. Je crois en la vaccination et je pense que c'est une très bonne chose que désormais ce vaccin soit rendu obligatoire. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse encore un cas pratique un petit peu comme si on était en ED? Allons-y. Donc, je vous propose un cas clinique. Vous recevez le résultat de la sérologie de rubéole pratiquée chez Madame RB, qui est institutrice comme par hasard, incroyable. Et c'est comme dans les livres, là. Et alors, donc, vous recevez ce résultat de sérologie de rubéole pratiqué au titre, vous dit-on, de dépistage systématique dans le cadre de la première consultation prénatale, qui, comme cela est le cas très souvent, a lieu à 12 semaines d'aménorrhée. Et donc, ce titre des IgG est, comme vous le voyez, élevé à 200 unités par ml pour un seuil de 10 unités par ml. Quelle est votre interprétation? Elle est immunisée. Peu importe comment, peut-être qu'elle a été vaccinée, peut-être qu'elle a eu la rubéole, mais enfin, elle est immunisée. Du coup, quelle conduite adoptez-vous? On s'en tient là, d'accord? On s'en tient là, point barre. Et c'est pas parce qu'elle a un titre qui vous apparaît comme étant élevé que vous... Je veux dire, franchement, il y a encore des médecins de ville qui ont une espèce de réflexe dramatique, genre titre élevé, interruption médicale de grossesse. Certainement pas. Le titre ne préjuge absolument pas de la date de l'infection. Donc effectivement, on s'en tient là. C'est la bonne réponse. On s'en tient là. Je répète, parce que je sais que je vais avoir des... J'ai laissé mon email au début du cours et tous les ans, j'ai des cas en me disant « Mais madame, c'est dramatique. Enfin, tout de même, pourquoi elle n'aurait pas juste eu là une primo-infection rubéolique ?» Et en fait, en théorie, c'est possible, mais le point important, c'est qu'on vous dit bien que vous êtes au titre du dépistage systématique que vous faites chez toutes les femmes enceintes. C'est une stratégie de santé publique. Ce que vous voulez dépister, c'est l'immunité. C'est quand même très peu probable qu'en dehors de toute notion de comptage et de toute notion de symptômes, elle ait eu justement une primo-infection rubéolique. Et donc là, vous êtes dans un cadre de santé publique et effectivement, vous vous en tenez là. Alors, ça se corse un peu. Et là, il va falloir raisonner avec tous les chiffres dont on a parlé. Parce que le lendemain de cette sérologie, Madame RB se présente à votre consultation à nouveau. Figurez-vous, alors c'est une institutrice, alors est très inquiète. Parce qu'il y a 3 jours, une élève s'est présentée dans sa classe avec les symptômes, avec la rubéole. Que faites-vous? Il y a des bons trucs. J'aime bien ce geste, ça veut dire que vous raisonnez par rapport à des antériorités, mais dites-moi comment vous raisonnez. Alors, l'incubation, c'est important. Il faut attendre encore, pourquoi? Je vous signale que... Elle a vous savez qu'elle a des IgG, parce que hier, la veille, elle avait déjà des IgG à 200 unités. Hein. J'adore votre raisonnement parce qu'il faut prendre en compte la période de contagiosité. Donc, il y a 3 jours, elle s'est présentée dans sa classe avec la rubéole. D'accord? Donc c'était, autrement dit, il y avait ce comptage possible avec un sujet qui a la rubéole, déjà 2 jours avant d'avoir des IgG à 200 unités par ml. Vous êtes d'accord?
Or, cet enfant qui s'est présenté avec les symptômes de la rubéole, avec l'éruption, était déjà contagieuse, d'après la période de la contagiosité, encore une semaine avant. Donc 2 plus 7 égale 9 jours. Donc 9 jours avant d'avoir des IgG à 200, elle aurait pu être, Madame Herbé, contaminée. D'accord ? Or, on a vu que les anticorps n'apparaissent jamais avant la fin de la période d'incubation qui est de 16 jours. Donc si elle avait été contaminée il y a 9 jours, enfin de toute façon, elle n'aurait jamais pu monter des IgG à 200 unités seulement 9 jours après avoir été contaminée. Donc elle était déjà immunisée au moment du comptage éventuel. Donc au pire, elle risque une réinfection, mais pas une primo-infection rubéolique à risque pour l'enfant à naître. Donc parce que vous avez fait tout ce raisonnement avec les chiffres et la cinétique des anticorps qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes vous-même rassuré, et la conduite à tenir, c'est de la rassurer elle-même. Elle est très inquiète parce qu'elle est enceinte, et les femmes enceintes sont fragiles. Et puis, de ma propre expérience, et elle est très inquiète parce que quand même, il y a une enfant qui s'est présentée avec la rubéole. D'accord ? Mais en fait, vous êtes très, très, très rassuré vous-même parce que vous avez bien raisonné, et donc vous pouvez pleinement et vous devez pleinement la rassurer. Oui ? Oui. La veille, il y a un jour, cette dame, elle avait déjà des IgG très élevés. 2 jours auparavant, elle a été en contact avec un sujet qui avait la rubéole. Mais ce sujet qui avait la rubéole était déjà contagieux avant même d'avoir la rubéole, une semaine avant. Donc, il y a 2 jours plus 7 jours égale 9 jours avant d'avoir ce titre des IgG à 200 unités, elle aurait pu être contaminée. Mais on ne peut pas développer des anticorps avant la période d'incubation de 7 jours, de 16 jours. Donc, si 9 jours après la première période où, au pire, elle aurait été contaminée, elle a déjà des IgG au plafond, c'est qu'elle avait une immunité qui était ancienne. D'accord ? Tout va bien ? Non. Pourquoi ? Parce que vous êtes rassuré vous-même. Parce que vous êtes rassuré vous-même. Si vous commencez à parler de faire un autre test, un examen complémentaire, c'est que vous n'êtes pas rassuré vous-même et vous devez être rassuré vous-même. Il y a 0 risque ici. Donc n'allez pas chercher des examens complémentaires coûteux, difficiles d'interprétation malgré tout, qui vont peut-être pas vous aider tant que ça, et qui ne servent à rien, si vous voulez. Là, il y a 0 risque. Oui. Oui. Alors, en fait, par définition, pour un virus tératogène où il y a un vaccin, un virus vivant atténué, on ne va pas vacciner pendant la grossesse. Mais bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a des registres et il y a eu des cas où malgré tout, il y a eu une vaccination chez des femmes qui ne se savaient pas encore enceintes. Ça a existé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais recensé de cas de malformation liés au vaccin. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. C'est si c'est fait à l'insu de notre plein gré, si vous voulez. Non, il est particulièrement important. Il est beaucoup plus important, comme je l'ai dit, avant 11 semaines d'aménorrhée. C'est au point que si vous diagnostiquez une primo-infection rubéolique avant 11 semaines d'aménorrhée, vous avez à peine besoin du diagnostic anténatal pour proposer d'emblée une interruption médicale de grossesse, tellement le risque est élevé. Et ce que j'ai dit, c'est qu'entre 12 et 18 semaines d'aménorrhée, le risque, il est surtout la surdité. Et c'est à cette occasion, si on met en évidence une primo-infection maternelle à ce moment-là, qu'on peut s'aider du diagnostic anténatal pour savoir si oui ou non le virus a effectivement infecter le fœtus, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours nécessairement transmission. D'accord ? Ça va ? Eh bien, je vous remercie de votre attention et encore une fois, voilà les objectifs du cours. Juste, je vous rappelle que monsieur ou madame Ronéo du jour peuvent me contacter avec l'email que j'ai donné au début.
pour que je corrige le cours avant que la Ronéo soit diffusée à tout l'amphi. Hein.